En quelques mots très rapides. Donc, la deuxième table ronde, là, on va plutôt parler des questions de biodiversité, de nature en ville, de préservation de l'environnement. Bon, quelques chiffres clés, un pareil de cadrage. Bon, la biodiversité menacée à l'échelle mondiale, bon, ça, tout le monde connaît les chiffres. Pour autant, c'est toujours bien de les rappeler quand même. Potentiellement la 6e extinction de masse à l'échelle internationale qui sera en train de se dérouler. Une espèce animale comme végétale sur 8 en danger. Et un phénomène qui n'est pas qu'international ou mondial, qui est aussi local. La région sud, ce sont des chiffres qu'on a au niveau de la région, est aussi touchée par ces phénomènes-là. Sur les 5 ou 6 dernières années, on a eu plus 15% de surface artificialisée, donc une progression d'urbanisation, et un tiers d'espèces d'oiseaux qui ont disparu. Alors, la corrélation n'est pas systématique, ce n'est pas le seul facteur, et bien évidemment, mais l'urbanisation est aussi un facteur majeur expliquant ce recul de la biodiversité. D'où la difficulté de concilier à la fois croissance et développement, création de logements et urbanisation, et préservation de l'environnement. Donc, la question de la consommation d'espace est particulièrement prégnante sur notre territoire. Bon, mais ça, c'est un vrai sujet du PLUI. Donc, des documents de planification qui limitent de plus en plus les zones AU avec des impératifs de tendre vers zéro consommation d'espace, et des injonctions parfois et souvent contradictoires aussi de l'État. Ne plus consommer d'espace, mais accueillir de plus en plus de nouveaux habitants, protéger la nature en ville et les cœurs d'îlots tout en densifiant les tissus urbains. Donc, effectivement, une vraie complexité en matière d'urbanisme parce que c'est réconcilier ce qui est parfois inconciliable. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que par rapport à la décennie 2000, donc sur les 10 dernières années, 2000-2010, la consommation d'espace en pays d'Aix a très sensiblement diminué. Donc, on est plutôt sur une pente descendante qu'il va falloir très certainement continuer et réinventer sur ces questions-là qui sont vraiment des questions hyper prégnantes au niveau local comme au niveau international. Alors, on évoquait les pistes de réflexion sur ces sujets-là. Donc, comment se développer tout en limitant la consommation d'espace. On a 3 ou 4 pistes intéressantes. La densification douce des tissus pavillonnaires. Alors, qui est une forme de renouvellement et de régénération des tissus. On a en Pays d'Aix, on a près de 40 000 maisons, me semble-t-il. Vas-y, tu peux faire apparaître la prochaine. Voilà, pardon, 95 000 maisons recensées en Pays d'Aix, 18 000 à Aix. Ce sont des tissus pavillonnaires qui sont souvent, qui ont été urbanisés dans les années 70, 80, 90, donc qui sont plutôt vieillissants, voire même très vieillissants, avec souvent des personnes seules à l'intérieur de grandes maisons. On voit que ces tissus commencent à bouger. On avait fait une étude récemment sur Vitrolles où on voyait qu'il y a un vrai renouvellement de ces tissus. On pourrait accentuer aussi ce renouvellement de ces tissus pavillonnaires parce que là, c'est quasiment zéro consommation d'espace et ça permet aussi de régénérer les cœurs de ville et les tissus pavillonnaires. Donc, on a une réflexion qu'on est en train de mener avec le CT, avec le lab, un laboratoire qui s'appelle InVivo, qui réfléchit aux tissus, à cette évolution morphologique de ces tissus pavillonnaires. D'ailleurs, si on a quelques maires qui sont déjà intéressés pour expérimenter ces questions-là, si d'autres collectivités, d'autres communes souhaitent participer à cette expérimentation, qu'elles nous le fassent savoir. Ça pourrait être aussi une forme de réponse à ces questions-là. Deuxième sujet, c'est le réinvestissement des cœurs de ville et de villages. On a lancé là aussi une étude sur les centres-villes du Pays d'Aix. La revitalisation des centres-villes, c'est un vrai sujet. On a aujourd'hui, dans ces centres-villes, près de 20% de logements vacants, 17% très exactement. Donc, il y a aussi un parc de logements qui reste à mobiliser. À l'échelle nationale, c'est 3 millions, tu peux peut-être passer là-dessus, 3 millions de logements vacants qui sont pas utilisés. Donc, il y a des expériences qui sont intéressantes, qui ont été menées notamment par la ville d'Aix, qui essaie aujourd'hui, via la SPLA, de préempter des immeubles vides pour en faire des logements et de les remettre sur le marché. Donc, il y a des sujets qui sont en cours de réflexion là-dessus. Ce qui est notable aussi, c'est que ces logements vacants sur l'ensemble du territoire ont très sensiblement progressé sur les dernières années. On est à plus de 20% quasiment de logements vacants, alors que dans le même temps, le parc total n'a progressé que de 7%. Donc, il y a quand même un sujet là-dessus, plus de 2300 logements vacants. Et dans le même temps, la question des résidences secondaires que j'évoquais aussi au début concerne aussi le Pays d'Aix. On a 5% de logements de résidences secondaires, mais c'est aussi un phénomène qui augmente très fortement parce qu'on observe plus de 1300 résidences secondaires sur le territoire. Alors, en construisant autrement,
peut-être potentiellement aussi grâce à la surélévation des bâtiments existants, hein, on l'a dit tout à l'heure, accueillir plus de monde, c'est peut-être, et la question de la densité, c'est peut-être aussi parfois rajouter un étage. Donc il y a de nombreuses expériences aujourd'hui qui montrent que la surélévation, ben, c'est possible, ça se fait assez facilement, notamment avec des matériaux comme le bois, et on a toute une filière locale qui serait prête à être mobilisée sur ces questions-là. Et dernier point, passant d'un urbanisme de promotion un peu immobilier, on va dire, à un micro-urbanisme, on s'aperçoit aujourd'hui que les permis de construire déposés par des particuliers ne représentent que 3% des logements construits. Donc il y a peut-être aussi à imaginer autre chose sur ces questions-là. Voilà, donc réduire l'empreinte écologique, ça paraît évident. Dans les nouveaux programmes immobiliers aussi, en prenant en compte plus sensiblement la question du cycle de l'eau, en réfléchissant, mais c'est en cours de réflexion dans le PLUI sur des coefficients de biotope, c'est-à-dire des coefficients de pleine terre, en mettant en œuvre des principes qui tournent autour de la question de l'architecture biodiversitaire. Bref, en s'adaptant aux évolutions climatiques qui, si on regarde les projections du GREC Sud, sont assez inquiétantes. Hein. Une augmentation des températures estivales estimée jusqu'à plus 6 degrés à Aix sur le long terme, faisant de l'été 2003, qui était un été, tout le monde s'en rappelle, caniculaire, un été normal, voire frais. Donc, il y a une nécessaire adaptation aussi de l'urbanisme à ces questions-là, aussi bien dans les constructions neuves que dans les constructions existantes et que dans les tissus urbains. Vas-y, tu peux passer. Et avec, bon, ça on l'a déjà évoqué, un besoin de nature de plus en plus affirmé, et donc, parallèlement à ça, un enjeu de végétalisation très fort des espaces urbanisés. Je vais passer la parole à M. Philippi. Bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je suis très, très content d'être parmi vous ce soir parce que, effectivement, je travaille sur les considérations et toutes les notions de biodiversité dans l'intégration écologique au sein des projets depuis de nombreuses années. Et effectivement, grâce à cette prise de conscience aujourd'hui qui est mondiale, on arrive à pouvoir concilier en fin de compte les besoins d'équations à résoudre comme ces besoins qui sont des besoins impératifs de limitation de la consommation d'espace, et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a un mouvement très fort de la part de la population qui désire aujourd'hui avoir beaucoup plus d'espace en termes de logement et en même temps de nature. Alors, je vous ai entendu tout à l'heure parler d'un chiffre par rapport à la biodiversité qui est effectivement qui résonne. Je vais vous en donner un autre concernant, par exemple, les oiseaux. Vous savez que quand le GIEC s'est réuni, on s'est rendu compte que pour, par exemple, les oiseaux, on a une perte de 230 millions d'oiseaux sur les 25 à 30 ans qui viennent de passer. C'est un chiffre qui est catastrophique, mais qui montre bien en tout cas l'érosion de la biodiversité. Et passer le slide ci-après. Donc là, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes réunis sur les enjeux, en fin de compte pour nous, de préservation de la biodiversité, puis de concept de vie-nature dans un monde post-Covid. J'ai bien aimé tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et bon, à travers le sommaire que vous voyez, les enjeux environnementaux, les solutions pour la biodiversité, je vais vous accompagner sur la démonstration, en fin de compte, de ces concepts de vie-nature, parce que pour nous, aujourd'hui, le mot nature a une autre dimension, bien sûr, parce qu'elle est liée, la nature est liée à la connaissance de la biodiversité, avec ses enjeux. Et vous verrez que cette vision s'intègre parfaitement avec les enjeux du PLUI d'Aix. Et puis ensuite, je ferai une brève interview sur les enjeux environnementaux que nous connaissons tous ici, hein, tout le monde en a parlé. Et enfin, une immersion environnementale caractérisant ce que pourrait être en fin de compte le futur de la ville d'Aix. Donc sur le diapo suivant. Alors, d'abord, je vais vous parler avant tout des objectifs. En fin de compte, le positionnement que nous avons, bon, je suis Gérard Philippi, donc je suis directeur et fondateur d'une entreprise qui s'appelle Ecotonia, basée à Aix-en-Provence, enfin à Aiguille plus précisément, et je travaille sur tout ce qui est études d'impact. C'est un cabinet d'études naturalistes aujourd'hui, et en fin de compte, nous avons 3 objectifs et positionnements qui sont basés sur un triptyque qui est très simple. Le premier, c'est un espoir qui est concret, parce qu'on nous affole de partout en parlant de la biodiversité qui s'écroule, c'est vrai,
Et en même temps, on a un message d'espoir par rapport à la connaissance et l'ingénierie écologique qui nous permet justement de trouver des solutions très importantes pour l'avenir dans toutes les strates d'aménagement public aujourd'hui. Ensuite, une force d'inspiration et puis enfin une force de soutien. Alors, espoir, pourquoi? Parce qu'on va donner des solutions ville-nature qui sont des solutions d'avenir et que le PLU, et vous verrez que le PLU est étroitement lié donc à cette vision qui est complètement novatrice aujourd'hui. Ensuite, inspiration, parce que le Pays d'Aix, sur des recommandations scientifiques, pourra bénéficier en fin de compte de cette vision ville-nature. C'est faire de cette ville un modèle qui est d'écologie novatrice, on va dire, et plutôt de renommée internationale dans un contexte effectivement où l'érosion de la biodiversité est complètement là. Et en fin de compte, c'est placer l'ingénierie écologique au service de l'humain, il ne faut pas l'oublier, parce que la biodiversité, c'est aussi un des piliers fondamentaux du bien-être humain. Alors, pour en revenir donc à l'urgence climatique, on a parlé, bon, vous savez, on a un chiffre qui est quand même assez affolant, dont je vais essayer de vous donner quelques éléments en termes de nature, de renaturation, justement, c'est que dans les quelques années, c'est-à-dire entre 50 et 60 ans, on aura une augmentation d'environ 6 degrés Celsius sur la région. Ce qui veut dire que vous allez avoir ce qu'on appelle des épisodes de canicule de plus en plus importants, mais aussi avec un changement de faciès végétal qui va être très brutal, c'est-à-dire avec une incidence sur nos patrimoines forestiers. Vous allez avoir des arbres qui ne supporteront plus cette différence de température, une érosion bien sûr de la biodiversité. Inversement, on va avoir des phénomènes d'invasion d'espèces envahissantes qui viendront du sud subsaharien, comme certains insectes, mais aussi comme certaines plantes, et puis aussi sans parler de toutes les maladies infectieuses. Alors que nous avons ici dans la région, dans le Pays d'Aix, des écosystèmes naturels basés très souvent sur l'agaric qui représentent près de 90% des espèces d'insectes qui existent en France. C'est-à-dire qu'on a des écosystèmes naturels, des milieux naturels qui sont très très riches. Et aujourd'hui, la question, c'est apporter effectivement un concept ville-nature en mettant en cohérence, si vous voulez, l'ingénierie paysagère avec l'ingénierie écologique, mais en essayant de gagner ce pari qui est complètement incroyable, ça va être de comment faire pour intégrer les espèces vivantes, sauvages, et leur donner la possibilité de reconquérir les milieux urbains. Ça, c'est une grande question, un grand challenge pour nous. Alors, diapositive suivante. Nous voyons aussi, on voit ce qu'on appelle donc cette renaissance citoyenne. C'est vrai que dans la renaissance citoyenne, pour nous, il y a une véritable conscience. La conscience, c'est que on a besoin aujourd'hui de ce vert dont vous parlez très fréquemment, de cette naturalité, de ce besoin d'être en contact avec la nature, avec les espèces animales. C'est ce que nous appelons, nous, les interfaces homme-nature, qui sont des interrelations entre la nature et l'être humain, qui, en fin de compte, nous rend beaucoup plus heureux, qui nous rend moins stressés. C'est un besoin que vous avez exprimé tout à l'heure quand j'ai appris qu'effectivement, on est en train d'assister à une espèce d'exode vers l'extérieur de la ville d'Aix. Pourquoi? Parce que les gens sont à la recherche effectivement de nature et vont avoir un besoin effectivement d'espace vital un peu plus important. Sur le diapositive suivant, donc je reviens donc sur la notion de PLUI et de biodiversité. Alors, c'est un challenge, allier en même temps le développement et la durabilité. Ça, vous l'avez dit, 80% des espaces naturels, agricoles sont à préserver, avec 165 000 actifs, c'est-à-dire personnes qui travaillent au sein de ces espaces. Pour nous, si vous voulez, on a déjà depuis de nombreuses années, grâce aux documents réglementaires qui existent au sein des PLU, qui sont le SRCE, vous savez, le schéma régional de cohérence écologique, qui n'est autre qu'un maillage et un sous-maillage de la trame verte et de la trame bleue, et qui délimite de façon très précise, en fin de compte, tous ces fameux corridors dont on va parler souvent et qui vont être mis en péril, et sur lesquels il va falloir avoir des actions un petit peu de renforcement pour que ces corridors puissent toucher de façon fonctionnelle les espaces paysagers, les aménagements paysagers des centres urbains pour que la connexion se passe. On appelle ça, nous, si vous voulez, la ville de demain doit être une forme de hub, c'est-à-dire c'est comme un synapse de corps humain qui met en contact tous les autres synapses
et qui fait que l'influx nerveux va passer. Pour le déplacement des espèces sauvages mobiles, pour redonner à l'humain justement cette vision de nature, même si on sait que 30% des oiseaux ont reconquis, sont arrivés à rentrer dans les villes, c'est pas grand-chose, mais il s'agit souvent d'espèces anthropiques, mais on peut faire beaucoup mieux grâce à des aménagements paysagers intelligents et favoriser justement cette connexion entre toutes les entités naturelles qui sont à l'extérieur de la ville et la ville en elle-même. Sinon, on arrivera dans quelques années à voir certaines villes qui sont, comment dire, excessivement bétonnées, se retrouver avec des îlots de chaleur tellement intenses que, pour moi, ces villes seront dans une situation dramatique pour les habitants. Pour renforcer la notion environnementale, vous savez qu'il existe énormément de moyens, outre le développement de la connaissance, en fin de compte, de notre patrimoine naturel de biodiversité, il existe pour justement être capable d'interpréter le choix judicieux d'un arbre planté ou d'un végétal qui doit avoir une interrelation absolument précise avec les animaux qui en dépendent, avec les insectes pollinisateurs, par exemple, les abeilles sauvages. Il faut passer par un développement au sein de la commune une meilleure connaissance en fin de compte des inventaires du patrimoine de biodiversité, à savoir les inventaires. Il existe pour ça aussi les ABC de biodiversité qui sont financés aujourd'hui par l'OFB et qui est un moyen de bien connaître son patrimoine pour pouvoir gérer la notion justement de palette végétale intelligente, ce qu'on appelle intelligente chez nous, c'est-à-dire des palettes végétales qui sont comment dire, importantes et riches en biodiversité et non pas que du vert, parce que le vert, c'est un autre problème, j'y reviendrai dessus, et puis ces espèces végétales et animales qui en dépendent. Donc, diapositive suivante. Alors, biodiversité et territoire. Effectivement, on a tous compris que plus la biodiversité est importante, plus il y a de diversité, parce que dans le mot biodiversité, il y a le mot diversité, plus eh bien, on se portera mieux et plus la Terre se portera mieux. Voilà, le Pays d'Aix, c'est un territoire d'excellence qui devrait devenir, à nos yeux, c'est le challenge, hein, un véritable sanctuaire de biodiversité qui pourrait être unique en France. Pourquoi? Parce qu'on a énormément d'entités naturelles très très riches aux alentours d'Aix. On a des continuums hydrophiles comme l'Arc, la Toulouvre, etc. Ce sont des rivières qui aujourd'hui, si elles sont bien préservées et renaturées parfois, être des corridors de déplacement pour des espèces assez importantes en termes de patrimoine de biodiversité. Donc, vous voyez, notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une réflexion en fin de compte sur les moyens d'intégrer la végétalisation au cœur des villes et en même temps de pouvoir créer ces fameuses connexions pour que demain, eh bien, le territoire du Pays d'Aix soit comme une arche de Noé, puisque les espèces sauvages, depuis de nombreuses années, commencent à reconquérir aujourd'hui le cœur des villes. On s'est rendu compte sur Paris où il y avait des programmes de revégétalisation de parcs, et à Lyon aussi, on a vu revenir des espèces de chauves-souris, par exemple, qui repèrent, vous savez que toutes les espèces de chauves-souris sont protégées, qui avaient disparu depuis plus de 30 à 40 ans. Donc, c'était un signe, ce sont des indicateurs, si vous voulez, de bonne santé des écosystèmes, puisque les chauves-souris se déplacent uniquement quand il y a profusion d'insectes. Donc, vous comprenez où je veux en venir, c'est que si vous plantez un végétal et que vous n'avez pas réfléchi au type de végétal qu'il fallait planter, son interrelation avec l'insecte n'existera pas et la chauve-souris fera demi-tour, comme l'oiseau fera demi-tour, etc. Alors, pour passer aux diapositives suivantes, effectivement, donc, il y a une alliance, on appelle ça une alliance qui est essentielle, pour intégrer ces enjeux de la biodiversité du territoire dans les politiques publiques d'aménagement. On a pour ça, en fin de compte, il faut sensibiliser les élus de chacune des communes parce que c'est une façon pour eux de se rapprocher de plus en plus des citoyens, de fédérer, de sensibiliser, d'éduquer, d'engager, d'avoir aussi un gain de popularité qui est très important quand on sait que aujourd'hui la population a une soif très importante de nature, mais pas uniquement d'îlots de fraîcheur, mais aussi d'espèces vivantes, de végétation,
de milieux humides avec peut-être des libellules, des oiseaux, etc. Alors, comment on peut remplir cet objectif d'excellence? Ben justement, c'est en renforçant cette alliance qui est essentielle. Donc, je vais vous montrer donc, quelques exemples aujourd'hui que je pourrais vous exposer pour illustrer un petit peu cette diapositive. C'est que, par exemple, vous avez en termes d'identification, préservation, sanctuarisation de tous les corridors existants, écologiques, et leurs interconnexions, c'est très important, puisque ces corridors se connectent les uns avec les autres. Donc, vous comprenez qu'une rupture de corridor sur un aménagement qui est malvenu pourrait bien, empêcher cette connectivité dont je suis en train de vous parler. Travailler bien sûr avec tous les cours d'eau, les rivières. Il y a effectivement ce travail collaboratif dans le PLU avec les politiques publiques d'aménagement pour intégrer la biodiversité. On parle d'écoquartiers, par exemple. Vous avez sanctuarisation d'espaces naturels, forestiers. Le traitement mellifère, je pense que vous connaissez ce mot. Mellifère, c'est ou pollinifère ou nectarifère, ce sont des palettes végétales qui produisent du nectar et du pollen et qui sont en fin de compte des végétaux très attractifs, autochtones bien sûr, puisque les végétaux font partie effectivement d'une ingénierie écologique qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire qu'on ne prend pas n'importe quel végétal, on va attirer grâce à ça des insectes pollinisateurs qui sont de notre région et on va reconstituer cette chaîne alimentaire qui est très importante. On pourrait par exemple intégrer les projets de pistes cyclables comme axe de biodiversité. Il y a plein d'idées comme ça, intégrer les concepts de pollinisation, ça j'en ai parlé. Et puis c'est aussi réunir l'accompagnement, le contour de l'élaboration des documents d'urbanisme afin d'y intégrer une image écologique qui nous manque. Ou alors, si je reprends par exemple les trois points importants du PADD, qui étaient ce que vous avez dit tout à l'heure, proximité, attractivité, sanctuarisation. Il y a un certain nombre, si vous voulez, de zones aujourd'hui AU qui sont à convertir. Si on ne veut pas altérer de façon grave et irréversible la biodiversité du territoire, il faudrait sans doute sanctuariser ces zones AU avant que, par exemple, eh bien, la métropole, par le biais, je sais pas moi, d'installation de réseaux, d'assainissement ou d'eau potable, donc de l'habitat, ne détruise de façon inexorable les milieux naturels. C'est un regard que l'on porte là-dessus qui est très important. Donc, il y a bien une stratégie à mettre en place, une stratégie du territoire, et puis aussi la possibilité peut-être de diminuer ces zones à urbaniser, ces zones à U, passer par exemple, je ne sais pas, de 2000 hectares à peut-être 400 hectares. C'est là qu'on voit, c'est là qu'intervient cette fameuse notion de biodiversité multidirectionnelle, puisque on pense à la biodiversité même dans toutes les strates d'aménagement aujourd'hui public ou privé. Pour passer à la diapositive suivante, donc là on parle effectivement de dimension écologique. Alors vous savez, pour nous, ça, ce sont des points qui sont absolument fondamentaux pour réintégrer les cœurs de ville, pour réinventer, pardon, les cœurs de ville grâce à la biodiversité, les cœurs de village, pour laisser plus de place à la nature. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une dimension écologique qui aujourd'hui est absolument capitale. Alors, il y a quelques points qui sont mentionnés ici, comme améliorer la connaissance de la biodiversité grâce aux inventaires, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sensibiliser, informer, guider, mais là, ça veut dire aussi qu'il faut que les élus s'accaparent de cette connaissance qui est souvent un petit peu scientifique, un peu parfois compliquée, et donc il y a des moyens alternatifs justement pour leur proposer des guides qui sont très synthétiques et qui leur expliquent la patrimonialité et la richesse de leur territoire. Incorporer bien sûr la biodiversité en toutes les strates, bon, augmenter la ressource alimentaire pour préserver, restaurer la faune et la flore. Ça veut dire qu'effectivement, si on a une approche écologique intéressante, on va pouvoir augmenter toutes les ressources nécessaires au développement justement de toute cette chaîne alimentaire qui est composée à la fois du végétal et de l'animal, et ça au cœur des villes, bien entendu. Renforcer la renaturalisation, vous avez des espaces parfois qui sont abîmés, qu'on peut renaturer de façon intelligente, la revégétalisation aussi dans des points stratégiques de la commune. Voilà, préserver, restaurer les corridors, on en a parlé, et puis voilà, il faut absolument éduquer les citoyens et les aider dans un engagement citoyen à contribuer à la préservation des richesses naturelles du territoire.
Ça, je vais beaucoup plus loin, hein, les écoles, etc. Il y a énormément de progrès dans la sensibilisation justement du grand public et puis de tous les gens au niveau de la biodiversité. Pour passer aux diapositives suivantes, voilà, biodiversité, territoire, PU. Alors, vous voyez, ici, la biodiversité, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous savez, elle est très, très riche. Vous avez énormément d'espèces. Aujourd'hui, à travers le monde, si on prend par exemple les insectes, puisque les insectes pollinisateurs sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire, il y a plus d'1 million d'espèces recensées à travers le monde. On en découvre plus de 5000 tous les ans. Et il en disparaît peut-être beaucoup plus, peut-être 10 fois plus, sans qu'on le sache, malheureusement. Et donc, si vous voulez, la biodiversité, pour nous, c'est un outil véritablement stratégique qui s'intègre parfaitement dans les enjeux qui sont liés à l'urbanisme, parce qu'elle permet de mettre en cohérence aussi tous les aspects socio-économiques. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, c'est le portrait d'un ensemble de familles très importantes pour nous, pour le bien-être de l'humain, qui sont les insectes, les oiseaux, les chauves-souris. Malheureusement, elles ont eu une mauvaise réputation avec ce qui s'est passé avec le Covid, mais je vous rassure, il n'y a pas de chauves-souris en France qui transportent le Covid. C'est une ineptie. Les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, la végétation, les milieux humides, etc. Justement par le biais de développement d'expertise naturaliste un petit peu plus complète, parce qu'à l'échelle d'un PMU, on s'est rendu compte que l'analyse de la biodiversité est toujours centrée sur les moyens bibliographiques. Ça ne suffit pas aujourd'hui parce qu'on ne connaît pas ce qui existe autour de chez nous. Et la compréhension, l'appropriation des enjeux de biodiversité qui sont propres au territoire, par les élus, par les équipes techniques, par les collectivités, par les acteurs locaux, c'est quelque chose de très important, même pour les habitants. Et cela nous permet en même temps de maximiser l'intégration de la dimension environnementale comme un outil stratégique de gestion du territoire. Donc c'est ça que l'alliance dont je parlais tout à l'heure qui est très importante. On va passer aux diapositives suivantes. Et là, on rentre vraiment dans le concept ville-nature. Alors, concept ville-nature, si vous voulez, écoutez, il y a énormément de choses à ce sujet-là aujourd'hui. On voit beaucoup de végétalisation verticale, horizontale, des choses qui sont absolument magnifiques. Mais je vais vous demander, si vous avez l'occasion, peut-être au printemps prochain, de vous pointer devant des espaces verts à certains endroits et d'attendre et de compter les insectes pollinisateurs que vous allez pouvoir observer. Et vous vous rendrez compte qu'on assiste parfois à une désertification en fin de compte des espèces pollinisatrices. Pourquoi? Parce que dans ce but et dans cette intention toujours de faire du vert, on va amener des espèces qui sont parfois exotiques, ornementales, ou parfois qui ne sont pas de notre région. Et donc, nos insectes pollinisateurs ne vont pas pouvoir utiliser ces espaces naturels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les pièces buccales, par exemple, adaptées à la profondeur des fleurs qui ont été proposées justement dans les espaces verts. C'est pour ça que là-dessus, je mets un accent sur la complexité, en fin de compte, de créer justement ces fameuses palettes végétales paysagères urbaines pour redynamiser comment dire, ce besoin de nature dont on est en train de parler. Alors, pour conclure aussi avec l'approche sociologique de M. Bruno Marzlov tout à l'heure, sur les attentes de la population dans un contexte urbain, on s'aperçoit qu'on est en parfaite corrélation avec les enjeux de la biodiversité. C'est hyper important. Puisque ces fameuses interfaces homme-nature dont je vous ai parlé, c'est un moyen effectivement de ne plus souffrir de quelque chose dont on ne comprend pas. C'est un mal qu'on ne comprend pas, mais c'est ce besoin irréversible de retourner vers la nature, mais pas uniquement de retourner dans des espaces verts. Et c'est pour ça que nous développons donc ces interconnexions naturelles et qu'on parle d'écospots de biodiversité. Alors, pour vous parler d'écospots de biodiversité, on va passer aux diapositives suivantes. J'essaie d'aller un peu vite, je suis désolé, mais voilà. Là, vous avez par exemple un exemple parfait d'une image de ce que devrait représenter demain, ou pour les villes du futur, une ville nature. Mais si nous, en tant qu'écologues, nous interprétons ce que nous voyons, on peut dire qu'il y a à la fois des milieux humides qui peuvent être des réservoirs de biodiversité. On devrait voir des feuillus aussi, puisque les feuillus sont les arbres les plus importants en termes de biomasse, puisqu'ils participent à la construction des populations d'insectes qui vont pouvoir polliniser. Et tous ces espaces fleuris que vous voyez sont effectivement
des espaces qui sont très très importants. Donc c'est effectivement une vision idyllique, mais il faut faire attention à ce qu'on vient de vendre, parce que malgré l'espace vert qui est visible, mais parfois ça peut être, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un désert concernant le monde du vivant et pour les caractéristiques écologiques et scientifiques dont je vous ai parlé. Vous savez qu'on parle beaucoup d'abeilles, et nous on pense tout de suite bien entendu aux abeilles qui font du miel, et effectivement il faut quand même que vous sachiez que pour pouvoir polliniser les fleurs sauvages, il existe en France plus de 1000 espèces d'abeilles sauvages qui sont absolument inconnues du grand public. Et toutes ces abeilles ne font pas de miel, mais elles sont tellement importantes justement pour la reproduction des plantes, parce que les stratagèmes qui existent depuis la nuit des temps, depuis des millions d'années, ont fait que ces insectes se sont habitués de façon tout à fait naturelle et en même temps physiologique à polliniser des fleurs qui ont inventé les stratagèmes pour les attirer. Alors, pour aller aux diapositives suivantes, donc voilà ce qu'une ville nature aujourd'hui devrait proposer dans toute sa palette d'intégration de la biodiversité et dans toutes les structures, dans toutes les strates d'aménagement. Je parle beaucoup de pollinisateurs parce que je vous ai expliqué que c'était le premier maillon de la chaîne alimentaire. Vous avez bien compris que les oiseaux se nourrissent des insectes, etc., etc. La plantation, par exemple, de certaines espèces mellifères, d'arbustes mellifères, c'est-à-dire des arbustes qui attirent donc les insectes, peuvent aussi nourrir les oiseaux de façon très conséquente. Nous avons des palettes végétales spécifiques. Ça veut dire que, effectivement, quand vous avez des aménagements et des palettes végétales qui vous sont proposées, il faut faire une analyse de ces palettes végétales et les renforcer avec des espèces indigènes ou autochtones. Et ce sont des espèces qui seront ciblées par rapport aux animaux et toute la chaîne alimentaire que nous voulons faire revenir sur le Pays d'Aix. Je ne vais pas vous parler, je n'ai pas le temps, de toutes les espèces absolument magnifiques qui existent sur la région aixoise, notamment chez les papillons, les insectes. On a énormément de papillons et d'insectes protégés, d'oiseaux protégés, de reptiles protégés, etc. etc. Mais c'est une importance capitale que de renforcer les palettes végétales pour qu'elles deviennent intelligentes pour l'avenir. Une prairie fleurie urbaine, c'est quelque chose qui est essentiel, puisque nous avons créé un logiciel qui s'appelle logiciel Prairie Fleurie, qui nous permet, par rapport à la qualité du sol, c'est-à-dire des sondages pédologiques, par rapport aux plantes que l'on veut mettre dessus, de créer un espace fleuri absolument en adéquation avec le climat, son secteur biogéographique, les insectes pollinisateurs qui en dépendent. Ce sont des conceptions intelligentes sur ce qu'on appelle, nous, des multistrates mellifères, qui consistent dans les projets d'aménagement de concevoir pas uniquement des arbres, des alignements d'arbres, c'est-à-dire des arbres aussi. Pourquoi on plante un arbre? Il faut choisir cet arbre. Mais on a une raison, il doit avoir une interrelation absolument précise avec le monde animal. Et ensuite, les arbres sont des feuillus qui ont une certaine taille. On va plutôt renforcer ces alignements d'arbres par une palette végétale d'arbustes mellifères, c'est-à-dire d'une strate un petit peu inférieure, et enfin par des aromatiques, tout en respectant bien évidemment la condition biogéographique des espèces qu'il faut choisir. Il faut aussi créer aujourd'hui des micro-habitats et des habitats pour la faune. Pourquoi? Parce que si vous voulez un jour faire revenir cette nature en ville, et je ne parle pas bien sûr que des espaces verts, il faut aussi concevoir dans une époque, dans un monde qui est en train de changer, mais vous savez, la biodiversité, le monde animal, la végétation et tout ça, elle change aussi très vite, mais en même temps, on s'est rendu compte que pendant le premier confinement, la nature a eu un souffle supplémentaire. On a assisté, on a vu des espèces revenir, on a été très étonné de voir que certaines espèces sauvages, on avait l'impression qu'elles se sentaient beaucoup plus en tranquillité, etc. Et ont commencé à reconquérir tout doucement les villes. Donc ça, c'est un signe que la nature peut s'adapter très très vite à ce nouveau monde qui est en train de se présenter à nous. La création d'habitats permet non pas seulement de dire nous voulons voir des oiseaux, nous voulons voir des papillons, nous voulons voir des espèces vivantes qui viennent égayer nos milieux naturels, mais on doit aussi leur donner à la fois le gîte et le couvert, c'est-à-dire leur créer en même temps des nichoirs, créer des habitats pour différentes espèces, etc. etc. Et on sait qu'aujourd'hui, tous ces micro-habitats sont absolument bien pensés et peuvent s'adapter à n'importe quelle structure d'aménagement aujourd'hui. Choisir une plante, c'est choisir les relations qu'elle a avec les pollinisateurs.
Création aussi d'îlots de fraîcheur. Ça, je veux dire, ce n'est pas uniquement notre métier, tout le monde le connaît. C'est très important. Et j'ai vu que dans la formulation de des nouveaux principes d'aménagement tout à l'heure, avec, vous savez, cette présentation un petit peu de maison, un petit peu avec un centre de vie naturel pour toutes les maisons qui étaient là autour. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça donne une possibilité de définir un espace naturel plus important et beaucoup plus riche et plus diversifié au sein de ces îlots de fraîcheur. Ça me fait penser à une conception justement qu'on a menée sur un aménagement qui était vraiment tout petit en plein milieu urbain sur lequel on a réussi cet exploit de refaire venir justement de la biodiversité et sauvage grâce justement aux interconnexions qu'il y avait avec l'extérieur des villes. On va passer aux diapositives suivantes. Voilà, là vous avez quelques exemples de ce qu'on fait dans les aménagements. Donc les bassins de rétention aujourd'hui, effectivement, vous connaissez toutes les notions de phytoépuration, phytorémédiation, on revient à la nature, c'est très bien. Et dans les bassins de rétention, nous, on a une notion, une vision qui est très adaptée en fin de compte au milieu naturel, avec des pentes douces, parfois des bassins de rétention qui n'ont pas forcément d'eau, mais il faut surtout pas que ce soit des bassins d'orage construits avec des bâches parce que c'est un mouroir animal. Toutes les espèces qui tombent dedans ne peuvent pas ressortir pour la plupart du temps, c'est un petit peu compliqué. Il existe aussi des tas de gîtes, de constructions en pierre pour les reptiles, pour les insectes aussi, vous voyez, comme les exemples de spirales à insectes qui sont très intéressantes. Et ces fameuses prairies mellifères en zone urbaine, hein, parfois, puisque il faut avoir une réflexion non seulement sur les bandes enherbées, les espaces verts qui sont constitués en espaces fleuris, etc. Je pense aussi aux ronds-points de ville, les ronds-points d'entrée de ville qui sont un petit peu le miroir de la ville quand vous rentrez dans une commune. C'est quelque chose de très important sur lequel on a une possibilité d'espace de renaturation qui est très intéressante. On va passer à la diapositive suivante. Voilà, là, ici, schéma très simple pour vous montrer ce que je vous ai expliqué, que vous avez des réservoirs écologiques et biologiques qui existent tout autour d'Aix. Je pense au plateau de l'alentour, qui sont des entités naturelles du réseau. Au sein d'un projet monté à l'intérieur de la commune, on puisse, si vous voulez, garder cette notion d'intégration écologique. Ça permet de remettre chaque projet qui va vers l'avant, le remettre en connexion avec ces réservoirs écologiques si importants. Et c'est ce qu'on appelle un écospot de biodiversité, c'est-à-dire que quand un projet fait des haies intelligentes, c'est-à-dire des multistrates, comme je vous ai expliqué, une prairie mellifère, ce sont des petits corridors qui, si petits soient-ils, participent au connectif avec l'ensemble de la commune, les parcs, les alignements d'arbres, etc. Bon, juste, voilà, je finissais, je sais que j'ai été coupé 1 minute seulement. Je disais que voilà, faire du territoire de Pays d'Aix un territoire d'excellence qui devrait devenir pour l'avenir un sanctuaire de biodiversité. Je pense, vous savez, à la notion d'arche de Noé, parce que, en fin de compte, c'est un petit peu l'objectif de demain, c'est de pouvoir avoir la chance d'avoir cette reconquête de la nature au cœur des villes et en même temps cette résilience des écosystèmes et de la biodiversité. Pour la trame verte et la trame noire, effectivement, les corridors sont un axe majeur comme problématique au sein du PLU parce que aujourd'hui, pour parler de la trame noire, comme vous venez de le dire, les notions, en fin de compte, de développement urbain sont un petit peu antagonistes avec le respect de la trame noire parce que la pollution lumineuse aujourd'hui n'est pas toujours, abordée de façon précise et technique parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, avec la technique qui existe, de proposer des éclairages qui sont respectueux de la biodiversité et qui n'interviennent pas sur un rajout de pollution lumineuse. Je pense aux anciens éclairages, vous savez, qu'on ne fait plus aujourd'hui, qui étaient des lampes à vapeur de mercure qui détruisaient systématiquement la biomasse d'insectes aux alentours de plus de 500 mètres, voire plus. Et aujourd'hui, on travaille avec des LED, avec des focales dirigées vers le bas. On a plusieurs exemples comme ça, notamment avec la SPLA, sur
des projets d'aménagement qui ont été respectueux de la trame noire avec protection des corridors. Je pense à la ripisylve de la Petite Jouine sur l'Aréna, etc., avec des éclairages dirigés vers le bas. Aujourd'hui, on a des solutions très au point pour préserver ces corridors, à la fois trame verte, trame bleue, trame noire. Et c'est pour ça que je vous engage donc à avancer dans cette direction. Un élément de réponse sur les possibilités de traduire dans le PLUI. On travaille donc avec l'agence d'urbanisme sur une orientation d'aménagement et de programmation qui pourra intégrer de nombreuses préconisations et en tout cas de nombreux messages et orientations sur toutes ces thématiques-là. Mais écoutez, oui, j'en suis très heureux parce que effectivement, c'est à la fois complexe à partir du moment où on arrive à réunir autour de la table l'ingénierie paysagère sur laquelle nous, on ne va pas s'opposer. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une ingénierie paysagère très au point et en même temps la mettre en cohérence avec l'ingénierie écologique. Ça demande des réflexions un petit peu plus poussées sur le choix, l'analyse des palettes végétales, la reconstitution de ces fameux corridors multistrates, etc. La possibilité de reconnecter ce travail et ces aménagements au cœur des milieux urbains avec les corridors existants qui sont aux alentours. C'est cette notion d'écospot de biodiversité qui est basée sur un ensemble d'actions qui sont aujourd'hui dans l'ingénierie écologique que nous pratiquons, des modèles à la fois économiques et des modèles scientifiques qui marchent très bien et sur lesquels on a du recul pour l'avenir et sur lesquels on a des suivis scientifiques, sur lesquels on a des mesures de gestion adaptées, etc. Justement, l'importance de ces actions. Merci beaucoup. Je vais repasser la parole à Ludovic pour introduire le dernier débat. Juste, nous avons une petite question de la part de Monsieur Gachon qui va pouvoir prendre la parole. Et ensuite, j'invite Madame Sedano à poser sa question directement pour que ce soit plus interactif. Sa question est actuellement dans le chat. On va laisser la parole à Monsieur Gachon. Oui, juste d'abord, merci beaucoup pour cette intervention et la richesse du propos. Deux petites remarques. D'abord, on a expérimenté pas mal de choses sur Vitrolles en termes d'aménagement compatible avec la biodiversité, que ce soit les bassins de rétention, les forêts urbaines, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Mais le propre de mon intervention, c'est vraiment d'insister sur un point. On a une culture urbaine. Je parle surtout des villes, là, pour le coup, qui laissent peu de place aux sauvages. Et dès qu'il y a une mauvaise herbe qui pousse, c'est le sentiment d'abandon, voire de saleté qui prédomine, avec une population qui ne supporte pas ce type de choses et qui a l'impression que c'est du laisser-aller. Or, on sait que c'est fondamental de pouvoir laisser les cycles de végétation se faire. Dans le cadre de nos stratégies de communication, avec notre stratégie d'aménagement, je pense qu'il serait utile de valoriser davantage cette place du sauvage, les herbes folles qui poussent, d'avoir de la part de la métropole et de la part du Pays d'Aix en particulier sur l'aspect urbanisme, une valorisation de cette flore des villes, cette flore des délaissés qui est vécue par les habitants comme quelque chose d'assez néfaste. Et je pense que ça nous aiderait, nous, dans notre relation quotidienne avec les administrés, à leur faire admettre que, ma foi, quand il y a 4 mauvaises herbes qui poussent au pied du trottoir ou dans un délaissé de l'urbanisation, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle plutôt que sentiment d'abandon. Voilà, c'est juste une remarque, mais je pense qu'on aurait intérêt à communiquer sur ces aspects-là et pas simplement sur la petite fenêtre des politiques environnementales, mais peut-être plus largement sur les questions d'urbanisme et d'aménagement. Voilà, merci. Tout à fait, merci. Madame Sedano, si vous voulez poser votre question, peut-être ? Oui, je vous remercie également pour ces présentations extrêmement passionnantes. Sans vouloir contester du tout les présentations, enfin les débats qui ont été menés, les présentations qui ont été faites, la problématique de reverdir les centres-villes, moi je l'entends et je suis tout à fait pour également, se pose quand même, et en parallèle la question de l'économie de l'eau. On a vu dans certains villages, certains ronds-points très végétalisés se transformer avec des herbes sèches pour justement éviter la consommation d'eau. Donc l'économie d'eau, c'est
aussi une question qu'on doit mettre en parallèle, en perspective, en miroir en tout cas. Et puis, une deuxième problématique, qu'on a à Venelle, mais j'imagine que dans les autres communes, vous l'avez aussi, c'est la multiplication de ces horribles insectes piqueurs que vous connaissez tous, qui s'appellent les moustiques, et qui aiment particulièrement les bassins de rétention, les bassins d'eau. Alors, j'entends que les bassins de rétention, avec les images qu'on a pu voir, ça donne vraiment envie. Je crains juste les insectes piqueurs, mais peut-être que probablement que les écologues, les spécialistes en écologie ont des solutions pour éviter ces problématiques. J'avais une autre question après, mais on va peut-être discuter de ça d'abord. Juste une remarque, si je peux me permettre, Jean-David Ciotte. Bonsoir. Bonsoir. Sur les aspects notamment de biodiversité, de paysage, évidemment de biodiversité, l'idée, c'est dans le PLUI d'écrire effectivement une OAP sur, comme l'indiquait l'OPA, sur les questions d'environnement, mais c'est aussi, et ça répond aussi à la problématique que soulevait Loïc, c'est de renvoyer à un certain nombre de guides, de bonnes pratiques, qui d'ailleurs permettent d'être plus évolutifs que si c'est des règles, parce qu'une fois qu'on a fixé les OAP pour les changer ou qu'on a même une OAP globale fixée, et qui renvoie un certain nombre de bonnes pratiques en matière de biodiversité, en matière de calibrage, etc. Donc voilà l'idée, et qui permet de faire passer, d'en faire la communication, de les distribuer notamment quand on a des opérations de promotion, notamment quand on a des opérations de construction, pour que chacun intègre la question non pas du paysage sous la forme de comment on vit le paysage, comment on vit l'espace, mais comment aussi il fabrique une réponse en matière de protection, de renforcement de toutes les questions que soulevait M. Filippi. Donc, on y travaillera, et ça permet derrière, effectivement, de donner un certain nombre de pistes en termes de réflexes sur les gens, ce que disait Loïc. Il faut non seulement les gens les acceptent, mais en plus les respectent, parce que souvent le problème des délaissés, si on fait des délaissés de biodiversité où on laisse la nature reprendre leur vie, ça devient aussi des zones de dépôt sauvage, parce que comme on a l'impression qu'elles ne sont pas gérées, et donc on a aussi toute la problématique. Donc là, c'est comment on en fait un enjeu d'acceptation, ça c'est un premier sujet, et aussi de respect. Voilà. Il faudra qu'on arrive à le décrire. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? J'avais encore une autre question. Moi, c'était sur comment intégrer, à part pour les projets communaux, bien sûr, parce que là, la commune a son mot à dire, le maire, les services, évidemment, on discute avec les promoteurs, mais pour les particuliers, je ne pense pas que le code de l'urbanisme oblige ou incite ou recommande aux architectes pour des maisons individuelles de créer des nichoirs à chauves-souris au niveau des toitures, par exemple. Mais est-ce que ça pourrait… Il y a quelque chose qui existe dans ce sens-là, à part de simples… Enfin, quand ce sont des recommandations, malheureusement, c'est bien que ça existe, mais bon, ça n'est pas réglementaire et ce n'est pas imposé. Donc, c'est plus difficile à respecter. Oui, il n'y a pas d'obligation sur les nichoirs à chauves-souris. Ce qu'il faut simplement, c'est connaître le contexte écologique des espèces ou des gîtes existants, c'est-à-dire des populations sensibles qui vivent dans un périmètre proche. Et on est capable d'analyser en fin de compte leur corridor de déplacement. Et si tant est que sur une partie d'un secteur de la ville, sur une partie d'un projet d'aménagement, etc., le corridor de déplacement se trouve sur l'aire du projet, il est intéressant à ce moment-là de proposer ce qu'on appelle ces fameux gîtes estivaux. Ce sont des gîtes de passage pour les chiroptères, uniquement à cette condition. On ne construit pas, par exemple, des gîtes pour construire des gîtes. Il y a une logique, en fin de compte, dans l'installation. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de cadre réglementaire, mais aujourd'hui, on sait que c'est une population qui est en voie d'extinction. Toutes les espèces sont protégées et qu'il y a peut-être une réflexion intelligente de consacrer une partie de micro-habitat pour ces espèces-là, dans des secteurs d'aménagement. Ça peut être aussi des parcs, vous savez, des aménagements urbains au niveau espace paysager. Ça peut être sur des arbres. Et puis, il existe des gîtes qui sont complètement insérés dans l'architecture. Et on peut, comme ça, effectivement, pallier à la disparition de leurs gîtes naturels, qui sont les cavités rupestres, etc., qui sont en train de disparaître. Oui, tout à fait.
Et sur la problématique de l'eau et des moustiques, il y a des réponses Vous parlez des moustiques? particulières. Oui, ça m'inquiète, moi, les moustiques. On est plusieurs à s'inquiéter des moustiques. Et c'est vrai que le verre en ville, moi, je suis 100% pour. Mais plus il y a du verre, plus il y a de l'eau, plus il y a de l'eau, plus il y a des moustiques. Et c'est pénible aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut concilier, absolument. Alors, effectivement, on entend d'un côté les gens, par exemple, qui n'aiment pas les coassements de grenouilles. Donc, effectivement, dans les bassins de rétention, les milieux humides, normalement, on devrait avoir des amphibiens, vous savez, des grenouilles, Oui, mais pas forcément des grenouilles qui font énormément de bruit. Mais on sait que ces amphibiens participent à la régulation des populations de moustiques, par exemple. Oui. Donc, vous voyez, c'est un juste milieu. On peut avoir aujourd'hui des gens qui aiment les oiseaux et d'autres qui ne vont pas supporter le chant des oiseaux. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu. Les moustiques, effectivement, sont en recrudescence à cause du réchauffement climatique. Il y a d'autres moyens aujourd'hui de lutter contre eux, mais il faut aussi que la nature soit suffisamment diversifiée pour que les prédateurs naturels s'emparent de ces populations de moustiques et de leurs larves, comme ils le font tout naturellement dans la nature. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait un débat qui doit être lancé avant. On a encore 40 participants. On était à 60 au pic du webinaire. Il y avait un sujet qui a été lancé dès la première intervention qui concernait notre troisième table ronde que je laisse Ludovic introduire.